Hello, j'espère que vous allez bien. Bon, petite parenthèse avant que vous ne commenciez à écouter ou à regarder ce nouvel épisode de Post Café. Celui-ci est en deux parties et là, celle que vous allez regarder, c'est la première. Alors je vous laisse avec ce nouvel épisode de Post Café et je vous dis bonne écoute ou bon visionnage. Hello à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Post Café. Et pour ce tout nouvel épisode, je suis accompagnée de Rémi avec qui nous allons parler de programmation, d'applications 3D et de jeux vidéo. Bonjour Rémi. Salut. Ça va? Ça va et toi? Ça va très bien, merci. Déjà, merci d'être venu. Je suis hyper contente de grand t'avoir. plaisir. Pour commencer ce nouvel épisode, est-ce que tu peux te présenter? Ok, très bien. Moi, je suis Rémi Durand, j'ai 29 ans, je suis formateur en développement d'applications 3D, XR, etc. Donc aussi ce qui touche pas mal aux jeux vidéo, à la simulation, au serious game. Juste XR, est-ce que tu peux nous dire un peu ce que c'est, juste vite fait, une définition? Oui, bien sûr. La XR, notamment qu'on appelle la réalité étendue, c'est un terme porte-manteau qui regroupe les termes réalité augmentée, réalité virtuelle et réalité mixte. Okay. Qui sont globalement des technologies immersives qui plongent un utilisateur dans un monde semi-virtuel ou entièrement virtuel. Okay. Voilà. Donc là, notamment ici, on a l'exemple d'un casque de VR, voilà, pour illustrer le propos. Ensuite, oui, du coup, je travaille en très grande partie à Anaten, oui, qui est une école spécialisée au niveau des métiers de l'image et du numérique. On a deux cursus créatifs, dont justement c'est de là que je te connais, c'est de là dont tu viens, et le cursus développeur dont je suis le prof principal de la première et deuxième année, avec aussi une troisième année dont mes collègues s'occupent. Et voilà, ça fait 5 ans, là, c'est ma 6e année que je travaille là. Le cursus il a ouvert en 2019, sachant que l'école a été créée en 2018 avec une première année créa, et justement c'est comme ça que j'ai été amené à devenir formateur. Donc oui, au niveau justement de mon parcours professionnel, à la base, bon, je fais le lycée comme tout le monde, etc. J'ai eu mon bac et je me suis orienté dans l'informatique. Est-ce que c'était quelque chose déjà de base qui te plaisait, l'informatique, ou t'as découvert ça au lycée, ou tu connaissais déjà d'avant? Alors justement, c'est ça qui est assez intéressant. Bon, de base, évidemment, l'informatique, ça m'intéressait pas mal. J'ai deux grands frères qui touchent beaucoup aussi à l'informatique. J'en ai un qui était assez précurseur, justement, sur les technologies informatiques déjà à l'époque, et qui s'est spécialisé dans le réseau, qui travaille maintenant chez Orange. L'autre aussi qui bidouillait pas mal, plus côté programmation, et c'est d'ailleurs lui qui m'a initié à ça. Pour faire mes premiers programmes, notamment c'était quand je jouais à Dofus, donc le fameux MMO français, hein, et que justement je faisais des tâches très répétitives en boucle, et je cliquais aux mêmes endroits, etc. pour tuer des monstres, récolter de l'expérience et récolter des objets, et il m'a dit tu veux pas faire un programme qui fait ça à ta place? Et je crois que j'avais à peu près 13 ans, quelque chose comme ça. Hein. Ah oui, d'accord. Donc j'ai été très motivé, évidemment, et j'ai codé mon premier bot Dofus en auto-hit. Bon, évidemment, en Kama, si vous voyez ça, je suis pas très fier. Je ne le fais plus du tout depuis, mais c'est comme ça que je me suis initié, donc maintenant, c'est ce qui fait un peu de là où je suis maintenant aussi. Donc ouais, je me suis initié à peu près à 13 ans, comme ça, je continue à faire des petits trucs, puis à un moment, j'ai pu tout retoucher pendant mon adolescence. Et simplement, pareil, en fait, en terminale, je savais toujours pas ce que j'allais faire après le bac. Et je crois que c'est le déclic que je l'ai eu grâce à mon prof de philo, Monsieur Blaquier. Donc, ceux qui l'ont eu, si jamais vous regardez cette vidéo, si Monsieur Blaquier vous regardez cette vidéo, ce serait très marrant d'avoir de vos nouvelles, c'est très intéressant. Et je jouais beaucoup aux jeux vidéo, évidemment, comme beaucoup de jeunes de mon âge, etc. Peut-être un peu beaucoup plus que les autres aussi. Et simplement, il pose une question sur les jeux vidéo, etc. Qui joue aux jeux vidéo? Évidemment, j'ai levé la main, je pense qu'il a vu ma tête. Il s'est dit, lui, il doit charbonner des jeux. Lui, c'est un geek, c'est sûr. Il m'a demandé à peu près le nombre d'heures que j'aurais passé sur des jeux à l'époque. C'est vrai que c'est dur à estimer, mais je pense que j'étais peut-être dans les dizaines de milliers d'heures, facilement. Et c'est vrai que quand on regarde ça un peu avec du recul, on se dit, waouh, c'est beaucoup. Bon, ça va que j'en ai fait un peu mon taf. Sinon, ça aurait été caché. Et il me dit, ah, mais ça t'intéresse pas de travailler dans l'informatique? Oui, il parlait comme ça. Et en fait, je suis resté con comme ça. J'ai bugué. Et ça a travaillé. Je dis, mais en fait, c'est évident. Voilà. C'était dans une époque où moi j'étais j'étais dans un nuage à l'époque. Je voyais rien autour, rien du monde autour. J'étais focus. Bon, j'avais fait des grosses années de dépression aussi depuis l'âge de mes 11 ans. Et fin d'adolescence, c'est là où ça commençait à un peu se calmer, etc. Et voilà. Et
donc j'étais vraiment dans une bulle, et là ça me l'a un peu percé justement en me disant ah, professionnellement peut-être que ça c'est quelque chose qui pourrait t'intéresser. Donc ce que j'ai fait assez naturellement, c'est que je suis allé à la fac d'informatique à Toulouse, à Paul Sabatier. Donc j'ai fait 3 années là-bas, j'ai eu ma licence. D'accord. Et pendant la licence, il y a quelque chose qui m'avait intéressé, c'est que j'avais été contacté, enfin, il y avait des fois des gens de la FEV qui passaient, qui est une association toulousaine pour l'éducation, justement, et cherchaient des gens pour donner des cours particuliers, notamment plutôt à des jeunes en difficulté. Et donc du coup j'avais rejoint l'association, Ok, super. et je donnais des cours particuliers vers Trois-Cocu, donc au nord de Toulouse, D'accord. quand je rentrais de la fac. Ok. Et ça me plaisait pas mal. Puis à la fin de mes études, bon, j'ai commencé à chercher du travail. Oui. Le truc c'est que je suis tombé malade, donc j'ai eu déclenchement de ma maladie chronique, c'est simplement le syndrome du côlon irritable, hein. Ouais. Voilà, colopathie fonctionnelle. C'est un terme fourre-tout, ce que m'avait dit mon médecin, c'est un terme fourre-tout pour dire que t'as un problème aux intestins, on sait pas ce que c'est, et que ça te pose des soucis. Et donc bon, ça quand ça s'est déclenché, justement, j'ai eu pas mal de soucis, j'ai été cloué au lit pendant 2-3 mois, quelque chose comme ça, et petit à petit j'ai dû me remettre à faire un peu d'activité comme ça. J'avais fait du coup des cours particuliers à la maison, ça me plaisait pas mal. Voilà, c'était histoire aussi de me bouger, de faire quelque chose. Ouais. Et je sais que la formation, c'est quelque chose qui m'a toujours vraiment intéressé. Ouais, t'aimes partager, quoi. J'adore partager le savoir, et c'est le seul truc qui me motivait vraiment et qui me faisait plaisir, justement, voilà, de donner. T'as pas besoin de recevoir quand tu formes comme ça, c'est ça qui est sympathique. Et je le faisais en fait déjà depuis très jeune, parce que j'ai des neveux qui sont très grands, mon plus grand neveu a 18 ans. D'accord. Là. Et donc quand j'avais 14 ans, un petit môme, avec les 3 autres derrière, et j'aimais bien leur apprendre des trucs, comme mes frères m'apprenaient beaucoup de choses aussi à l'époque. On en revient à mon grand frère Alexandre qui m'a formé à la programmation, justement. Et c'est cette transmission de savoir que j'aime vraiment bien partager. J'adore transmettre le savoir comme ça. Je faisais avec ma meilleure amie pour ses cours de maths aussi, et je le faisais à la fac où je faisais réviser les partiels à mes copains. En fait, on refaisait les exercices au tableau dans les salles qui étaient vides avant les partiels pour réviser. Mais ça se sent en plus, du coup, pour t'avoir eu en cours, il y a vraiment ce truc où on t'écoute facilement, tu vois. Il peut y avoir des profs genre un peu ennuyés, entre guillemets, où t'as plus du mal à rentrer dans le cours et à être focus sur ce qui se dit. Et je sais que moi, personnellement, j'ai jamais eu du mal à écouter un de tes cours, et j'ai toujours trouvé ça hyper intéressant, surtout que, par exemple, moi, je sais que c'est un truc, j'y connais rien en jeux vidéo. L'opposé de toi, clairement. Et puis même sur les façons dont t'as de présenter les cours, d'aborder certains sujets et tout, et j'ai toujours trouvé ça hyper intéressant. Et je pense qu'on aurait tous aimé t'avoir un peu plus en cours, même si tu faisais pas partie de notre cursus, on va dire. Mais ça se voit en fait, et ça se ressent, genre de la façon dont tu as, dont ta prestance, je sais pas comment dire, mais vraiment la façon dont t'es, genre t'es hyper dynamique, t'es pas genre assis au bureau, juste à parler à des élèves. Non, vraiment il y a un truc, et ça se voit que ouais, t'aimes ça, genre transmettre ce que tu sais, quoi. Écoute, ça me fait grandement plaisir ce que tu me dis. Parce que c'est vrai que j'ai un grand regret, moi, dans mes études, où je me suis beaucoup ennuyé, notamment plutôt dans la partie collège-lycée. C'était vraiment un ennui mortel, même au lycée, j'ai failli vraiment arrêter le lycée à un moment. Je me mettais à faire des conneries aussi au lycée, etc. Je suis prof, mais j'ai pris 2 conseils de discipline au lycée. Oui, d'accord. Alors bon. Et comme quoi, ça définit pas, oui, justement. Ça veut rien dire. Voilà, on a nos raisons sur nos moments. Hein. Voilà, c'est pas forcément des choses très graves non plus, pas forcément des choses dont je suis fier, mais ça a fait de moi qui je suis aussi. Et c'est vrai que je m'ennuyais énormément en cours. C'était un supplice d'aller au lycée. Et c'est vrai que quand je suis arrivé à la fac, peut-être pas la première année qui est encore trop généraliste, mais je sais que la 2e et 3e année, c'était presque un plaisir d'aller sur place là-bas, parce que j'avais des profs qui sont des professionnels. La plupart des professeurs qu'on avait en informatique, ça fait vraiment la différence d'avoir des gens qui sont professionnels et qui te parlent de leur métier. Bien sûr. Simplement, à la fac, c'est tous des chercheurs. Surtout, donc c'est des gens qui sont très pointilleux et très calés sur le domaine. Et sinon, c'était des doctorants qui faisaient notamment les TP. Et les doctorants, ils sont encore un peu élèves, hein. Justement. Voilà. Oh, il était curieux. Il s'est dit, il a pas l'air si méchant au final. Mais non, t'inquiète pas. Donc ouais, justement, d'avoir des profs comme ça, des profs que je cite encore dans mes cours. Justement, là, je fais faire un petit peu d'architecture logique au dev en première année, là, actuellement.
Et j'ai cité Jacques Jorda, qui était un de nos profs, dont je pense que tous mes camarades à la fac se souviennent, qui était incroyable, et c'est même un des seuls profs pour lequel on a fait une surprise sur le dernier cours. Il parlait beaucoup de Patrick Sébastien, c'était un running gag de dire que si on travaillait pas bien, on faisait pas bien nos portes logiques, etc., nos circuits combinatoires, et bien on n'allait pas gagner beaucoup d'argent, donc on allait finir le samedi soir à regarder Patrick Sébastien devant la télé, au lieu de l'autre gars, je sais plus comment il s'appelait, je crois que c'était lui qui disait, je sais plus, qui lui allait rouler en BM avec plein de filles dans la voiture. Voilà, c'était évidemment parodique pour nous faire marrer, mais c'était assez intéressant aussi, c'est un petit peu un de mes modèles, même si je pense que j'arrive pas du tout à la cheville de ce type, soyons clairs, mais dans le sens où il imposait énormément de respect par rapport à d'autres cours où c'était plus brillant, etc. Ouais. Lui, il avait pas un pet de mouche, et on le respectait vraiment, pas par crainte, mais parce que c'était un bon professionnel et un très bon prof, et justement ça nous avait motivés à la fin de l'année, dernier jour, à lui faire attendre juste que ça soit l'heure pour que tout le monde ait des serviettes, et quand il arrive on fait tourner les serviettes. Le running gag jusqu'au bout, quoi. C'est ça. Et c'est vrai que c'est une des seules fois où on l'a vu un peu casser la carapace et voir vraiment ce côté je pense un peu plus rigolo, quoi. Ouais. Un très très bon souvenir, voilà. Et j'ai eu des profs excellents aussi qui m'ont beaucoup motivé, des profs plus mauvais, ça arrive des fois. Je pense que c'est un métier où il y a des gens qui se retrouvent à être prof et qui n'avaient pas forcément cette vocation-là, qui le font, qui font leur travail, mais t'as peut-être pas forcément la conviction. Je pense que j'ai eu des gens comme ça, et je ne leur jette pas forcément la pierre, hein, évidemment, mais je retiens surtout mes très bons profs. Voilà. Petite dédicace à Monsieur Millet, prof d'histoire, ce prof qui a réussi à me faire aimer l'histoire au lycée, dont j'ai un très très bon souvenir, et dont beaucoup de camarades ont un très bon souvenir aussi. Évidemment, il y a corrélation. Ouais, donc, après toutes ces digressions... c'est vrai que quand je cherchais du travail, justement, après j'étais tombé malade comme je l'avais dit, puis je m'étais mis à reprendre un petit peu d'activité, etc. Et notamment l'école se montait, donc en 2017. Okay. Et je connaissais déjà la directrice et le co-directeur, Yoann et Gwenaël. Et donc je leur ai donné pas mal de coups de main pour les aider, que ce soit sur les conventions, etc., pour présenter justement l'école. Oui. Et en parallèle, je faisais une formation, j'ai trouvé une formation de réalité virtuelle sur Toulouse, dans la boîte qui s'appelait Tech & Smile à l'époque, dirigée notamment par Sébastien Herert, qui au final est devenu un très bon ami, quelqu'un que je respecte beaucoup, quelqu'un que j'aime énormément, vraiment une personne en or, et qui m'a apporté beaucoup justement sur ces moments-là où c'était très compliqué pour moi, où je venais de me remettre de tout ça, et je me remettais justement dans une activité. J'essayais vraiment de me relancer, et il m'a apporté beaucoup justement sur cette formation, et encore ensuite après il m'a mis le pied à l'étrier, et j'ai donné ma première formation pour son compte justement à Toulouse, justement à Thémanis, où j'ai retravaillé d'ailleurs, je dis pas de bêtises, je crois que j'y ai retravaillé. D'ailleurs c'était assez marrant parce que c'était sur le site de Sanofi. Ils avaient vendu un des locaux à un ancien de Sanofi, qui est le boss de Thémanis, et mon père était chercheur là-bas, justement. Okay. Donc en fait, j'étais déjà allé pour un stage de 3e avec mon père, et je connaissais déjà un peu les lieux, etc. J'ai déjà visité toute l'entreprise, et donc j'étais pas dépaysé, et en plus, justement, le boss de la boîte était un ancien de Sanofi qui connaissait mon père. Donc c'était assez marrant comme situation, petit. Très petit, très très petit, même à Toulouse, c'est très grand. Et donc j'ai donné ma première formation, et aussi en parallèle, justement, avant ça, la directrice m'avait proposé de monter un cursus développeur. D'accord. Et donc, au moment où elle m'a proposé ça, je pense que j'ai pas vraiment hésité, j'ai dit oui. Et c'était assez évident, et le truc c'est que voilà, j'ai de la passion pour l'informatique, de la passion pour la formation, et j'ai cette opportunité qui se présente comme ça, un peu presque de nulle part. Hein. Ouais, tu réfléchis pas trop, quoi. J'ai pas réfléchi, j'ai dit oui direct. Voilà. Elle m'a dit, tu veux pas prendre un peu le temps de réfléchir ? Attends, c'est bon. Bon, après ça a été beaucoup de travail, parce qu'il fallait définir l'ensemble du cursus, faire les cours du cursus. Évidemment, il y a des choses que je peux pas forcément faire. Donc après, on a recruté des personnes. Et il s'avérait que certaines, on les avait déjà, d'autres on a cherché, etc. Et donc, tous mes collègues formidables que tu connais, notamment pour la partie développeur, où on a, alors je dis développeur, développeuse, évidemment, alors je vais abréger avec dev. Voilà, ça sera plus simple, et au moins ça sera neutre, d'accord ? C'est important aussi. Parce que quand
des filles en tant que développeurs, elles pensent que c'est pas pour elles. Alors que il y a des... je veux dire, elles sont tout aussi capables. Oui. Et je rappelle quand j'étais à la fac, la plupart de mes profs qui étaient des chercheuses en informatique, c'était des femmes. Qui sont toujours extrêmement talentueuses, évidemment. Et beaucoup de femmes qui ont fait des énormes progrès à l'époque dans l'informatique aussi, quand c'était encore considéré comme un métier de femme, parce que c'était vu comme un métier de secrétaire. D'accord. Voilà. Dès que les hommes ont compris que ça donnait du pouvoir, évidemment, ben, c'est devenu un métier d'homme, bizarrement. Très bizarrement. Hein, et évidemment, ça régit tout maintenant. Donc là, l'informatique, c'est primordial dans le monde actuel. Oui. Et donc au niveau des cursus dev, j'utilise ce terme dev, donc il y a moi qui ai fait une grande partie, le tronc commun, notamment sur tout ce qui est programmation et les techniques autour justement de ça, et l'informatique aussi de manière générale. Il y a justement les mathématiques qui sont faites par notre collègue Daniel, on a la culture du jeu avec Yannick, on a le sound design, on a le game design avec Laurent, sound design avec Florian, pardon, que je paye pas non plus, pas de jaloux. Là cette année je crois que c'est Saïd qui fait l'anglais du coup. Et je crois que côté dev, j'ai oublié personne. Après, il y a Ludo aussi qui intervient avec les dev 1 et les dev 3, notamment. Après, dev 3, je sais que je gère beaucoup moins. Qui fait notamment une grande partie le Unreal, et après, il va faire tout ce qui est web aussi pour les premières années, et gestion de projet, avec les méthodes. C'est les cours que je vous donnais à l'époque, le Scrum. Ouais, ça c'était vraiment trop les méthodes bien. agiles, j'en ai un très très bon souvenir aussi, c'est vrai. Mais c'était hyper utile. Peut-être qu'un jour j'en parlerai de toutes ces techniques un peu d'organisation, de travail et tout, c'est hyper intéressant. Et ben c'est cool, heureusement que ça a servi, c'est pour ça que je donne cours. Oui, ça, enfin en tout cas, moi ça m'a servi jusqu'à la fin de mes cours. Et pour justement organiser mon travail avec les groupes, que ce soit en perso ou même surtout forcément pour les travaux de groupe, parce que ça se passe, c'est des méthodes qui s'utilisent à plusieurs, mais c'est toujours aussi très intéressant de les avoir pour soi-même avoir une organisation de travail, de se fixer un timing, etc. Mais ça, je pense que ça pourra. De toute façon, c'est pour ça que je fais cours, ça rentre dans une oreille et ça reste et c'est utile, c'est mon but, parce que si ça rentre et que ça sort, autant pas travailler, évidemment. Voilà, ça c'est une certitude et c'est ce qui fait que j'aime bien mon métier, énormément. Ouais, du coup, sur le cursus développeur, c'est vrai que je forme du coup sur pas mal de choses, donc notamment avec quelques nouveautés cette année aussi, par rapport à ceux qui me connaîtraient, ceux qui ont fait les cursus, etc. Il y a des changements évidemment chaque année, j'essaie de mettre à jour pour rester toujours le plus possible à la pointe. Quoi. Surtout qu'en plus, l'informatique très large, c'est tellement... c'est des technologies en fait qui évoluent constamment. Tout le temps. Et si on n'est pas à jour, comme tu dis, en fait on peut vite se perdre et avoir loupé énormément de choses dans un laps de temps très réduit. Quoi. La VR évolue extrêmement vite, des nouveaux modèles qui sortent, des nouveaux outils, SDK, API, etc. qu'il faut maîtriser, ne serait-ce que sur un moteur, comme moi j'utilise beaucoup Unity, justement. Du coup, pour ceux qui savent peut-être pas, genre que ce soit Unity ou tout à l'heure tu as parlé d'Unreal aussi. Oui, Unreal Engine. C'est des moteurs de rendu pour... moteur de jeu, à la base. Jeu, On peut les utiliser en tant que moteur de rendu. C'est vrai parce que je dis ça parce que je faisais des rendus dessus pour la 3D. C'est plus la manière dont tu l'utilises, évidemment. Ouais. Et non, ce sont des moteurs de jeu donc qui fournissent tout un tas de fonctionnalités pour créer des jeux vidéo, plutôt que d'avoir à partir de A à Z avec aucun code, et devoir tout créer de toutes pièces. Ça prend énormément de temps, il y a très peu de gens qui maintenant utilisent... des moteurs faits maison, font des moteurs maison, parce que c'est un investissement de temps et donc d'argent aussi énorme, pour forcément des résultats qui sont pas au niveau que ce qu'on pourrait avoir avec un moteur déjà tout fait, qui est maintenu à jour, amélioré au fil des années par des équipes entières, une entreprise entière. Oui, tout à fait. Et donc cette année en nouveauté, le moteur Godot, justement, qui s'est pas mal démarqué au fur et à mesure des années, qui est open source, qui est une grande différence par rapport aux autres moteurs. En fait, un logiciel open source, typiquement ce qu'on appelle un FOSS, Free and Open Source Software, c'est un logiciel qui a été fait et dont le code est disponible pour tout le monde gratuitement. Et donc aussi, on ne doit rien, une fois qu'on a fait par exemple un jeu avec Godot, on n'est pas obligé de verser une certaine somme d'argent. Bon, si on génère de l'argent avec, ça serait sympa quand même de donner à l'organisation Godot pour les aider à maintenir le projet, etc. Ce serait un peu la moindre des choses quand même. Mais par exemple sur Unity il y a des modèles économiques, si on dépasse, je crois que ça a changé bientôt là, actuellement, les seuils des $200 000 générés annuels, il faut reverser une certaine somme. On va dire d'une certaine manière, ce que je vais simplifier, c'est plus des systèmes d'abonnement sur Unity justement, là-dessus. Et justement c'est dû aux problèmes de changement de modèle Unity qui ont été annulés là très récemment, que Godot a
a intéressé pas mal de monde, et c'est pour ça aussi que j'ai décidé de l'utiliser, parce que c'est un bon outil pour commencer à apprendre la programmation simplement, pour ensuite passer par exemple sur autre chose. Après on peut rester sur Godot, on peut faire de très belles choses dessus. Et justement moi je m'y intéresse pas mal aussi, je lance des protos là de mon côté, j'ai lancé des protos pour faire les TP justement de début d'année, mais aussi des protos à but peut-être personnel, j'en parlerai peut-être plus tard. Okay. Et donc ensuite surtout la programmation C# qui va permettre de faire déjà des programmes en eux-mêmes, passer aussi sur des outils, des toolkits qui permettent de faire justement des fenêtres par exemple, donc avec le WPF typiquement, c'est ça que j'enseigne. Et ensuite aussi évidemment de pouvoir programmer sur Unity et pouvoir faire des fonctionnalités bien précises, etc. Donc des personnages qui bougent, des éléments interactifs, etc. etc. Globalement, la première année, elle est focus plutôt là-dessus. Okay. Sur la deuxième année, on va plutôt enchaîner sur la VR et des techniques plus avancées. Donc VR, réalité virtuelle, la programmation d'applications sur ces casques-là. Ouais. J'oubliais première année, si évidemment il y a la réalité augmentée, plus sur téléphone du coup. Typiquement, les gens pensent à Pokémon Go, la partie où on peut mettre un Pokémon par exemple là, sur la table, et interagir avec. C'est globalement de la réalité augmentée. Mais c'est pas le meilleur exemple Pokémon Go parce que c'est qu'une toute petite partie la moins intéressante de l'appli. Les gens ils veulent juste se déplacer et ramasser des Pokéstop et toute la clique. Voilà. Donc oui, deuxième année, la réalité virtuelle sur Unity, codé en C#, etc. Après on va voir les techniques avancées sur Unity. On va voir aussi des éléments de 3D plus côté dev, c'est-à-dire comment un modèle 3D est fait et comment on peut en générer un par code par exemple. C'est super intéressant ça. Ça permet de faire des choses assez sympas. Typiquement, Minecraft, c'est basé là-dessus. Hein. Tout le système de voxels, c'est de la génération de mesh procédurale, comme ça. D'accord. Mesh, c'est modèle 3D, hein, pardon. Je clarifie. C'est vrai que je ne suis pas prévenu, je vais utiliser beaucoup d'anglicismes. Je vais essayer de les détailler au maximum, mais il y en a, c'est tellement ancré et réflexe que... En même temps, voilà. Oui, comme tu dis, c'est tellement naturel, puis c'est les termes qui sont utilisés. Enfin, moi je sais que des fois pour la 3D, il y a tellement de choses qu'on dit, en fait c'est des mots anglais, mais c'est les termes qu'on utilise, donc forcément qu'on les dit naturellement et on va pas penser à les traduire. Bon là tu prends ton mesh, tu le skins, puis tu le rigues, puis tu fais une rotopo. C'est exactement ça. Non, rotopo ce serait d'abord. Bref. Mais oui, voilà, typiquement beaucoup de mots anglais, ça fait partie du milieu parce qu'on travaille avec des outils qui sont en anglais. Alors, certains on peut les mettre en français, mais c'est fortement déconseillé. Parce que si vous cherchez un petit peu d'aide autre part, sur internet par exemple, etc., vous n'allez pas trouver avec vos mots-clés en français, ça ne marche pas. Et puis même si on sort de l'école par exemple et qu'on veut aller dans un studio, je pense pas que les studios ils s'amusent à mettre les logiciels en français quoi. Ils laissent, et donc si on commence à s'habituer à travailler en français quand on le peut, ça va être compliqué pour la suite si on veut travailler dans le monde professionnel quoi. Bien sûr, bien sûr. Et donc voilà, d'autres techniques avancées comme ça, de l'IA, etc. aussi. Et donc le but c'est qu'ils aient le plus d'outils possible pour réaliser n'importe quel type d'application, que ce soit de la 2D, de la 3D, de la VR, de la R, de la XR, voilà, leur donner le plus de chances possible, le plus large éventail possible. Et après en troisième année, c'est pas moi qui m'en occupe, mais globalement ils passent sur Unity, sur Unreal Engine, et sur le C++, du coup qui va de pair, globalement. Même si c'est pas forcément une nécessité pour eux, c'est intéressant qu'ils apprennent le C++. Et voilà, développement d'applications sur ce moteur-là pour finaliser justement leur cursus et avoir un éventail large. Comme ils ont vu Unity, Godot avant, globalement après de passer sur Unreal, il y a des automatismes qui se font, ils ont un but, ils savent à peu près, le seul but c'est d'arriver à manipuler le moteur de jeu pour arriver au but souhaité. Mais au moins c'est clair, ils savent ce qu'ils veulent faire. Et puis en plus, pour avoir un peu utilisé les deux, bon clairement pas du tout comme vous, enfin pour la même chose quoi, mais il y a quand même certaines similitudes, donc j'imagine que pour eux, une fois qu'ils maîtrisent Unity, c'est quand même peut-être plus simple de passer sur Unreal. Unreal est un peu plus compliqué à aborder, c'est un avis personnel, mais qui est partagé par pas mal de connaissances du milieu, voilà. Ou Unreal, c'est une grosse usine à gaz. Unity l'est un petit peu aussi, mais peut-être que pour certaines choses, il y a des similitudes dans le fonctionnement, quoi, on va dire. Oui, voilà, c'est ça. C'est que ce que je te disais, t'as un but, tu veux le faire. Sur Unity, ça se fait comme ça, sur Unreal, ça se fait comme ça. Tu sais que ça se fait comme ça sur Unity, tu regardes comment ça se fait sur Unreal, et globalement, tu fais ça pour à peu près tout, et au bout d'un moment, t'as maîtrisé le logiciel, quoi. Voilà. Bon, après, maîtriser le logiciel, bon, il faut des... Ça fait 8 ans que je fais du Unity, je crois que j'ai toujours pas maîtrisé vraiment, quoi. J'ai toujours des surprises. J'imagine aussi qu'il doit y avoir aussi pas mal de mises à jour, donc au bout d'un moment, en fait, il y a peut-être des choses aussi à
Bah, il faut toujours. Ben là, faut que je me apprendre, mette à jour. Il y a Unity 6 qui est sorti hier en version D'accord. officielle. Il était juste en pré-release avant, donc Ok. c'est-à-dire avec encore potentiellement des bugs. Ouais. J'avais pas pris le temps d'y toucher, mais voilà, Unity 6 hier. Du coup, D'accord. donc il faut que je m'y mette et il faut que je regarde si potentiellement il y a des outils intéressants pour Ouais. le mettre officiellement dans, dans tes cours et tout ça. dans l'école. Parce que là, Ouais. on a défini une version pour l'année, donc ce sera, je pense, pour l'année prochaine. Prochaine. Ça, ce sera plus pratique. Bon, pour continuer, est-ce que tu peux nous dire un peu comment on fait un jeu vidéo, mais dans les grandes lignes, voilà, pour que tout le monde puisse un peu comprendre comment on fait tout simplement.